Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h09 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, on va parler chiffres. Vous recevez l'économiste Rémi Prudhomme qui vient de sortir ce livre Transition écologique, le coût des rêves aux éditions L'Artilleur. Bonjour Rémi Prudhomme. Alors Rémi Prudhomme, on est toujours content de vous recevoir parce que vous, au moins, quand vous écrivez des livres, ce n'est pas sur le sexe des anges et la respiration des gallinacés. Non. Là, vous venez de faire Transition écologique, le coût des rêves. Et c'est intéressant parce que vous commencez par, alors les rêves, évidemment, les rêves verts, les combats verts, les coups verts, bien sûr, les grands rêves, les grandes utopies de la tentation écologiste et écologique qu'on connaît déjà depuis longtemps. Mais là, vous faites un travail, encore une fois, d'orfèvre, en regardant combien ça coûte tout ça. Et d'abord, parlons du CO2. Moi, ça m'a frappé, vous commencez par cela, mais on dit, il faut réduire absolument ce taux de CO2, même la France, qui n'est pas la plus grande pollueuse du monde, c'est le moins que l'on puisse dire. Et le CO2 devient ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal. Comment vous expliquez ça ? Parce que ça correspond justement à un rêve. Les Français, et pas seulement les Français, puisque le problème est très largement européen, n'ont plus grand-chose de dur à se mettre sous la dent. Il n'y a plus de christianisme, plus de communisme. Il faut bien inventer quelque chose qui puisse faire rêver, qui puisse mobiliser. Qui puisse mobiliser. Alors, est arrivé un peu peut-être par hasard l'idée que la température du globe allait augmenter et tout détruire, et qu'il y avait un coupable qui se trouvait être les émissions de dioxyde de carbone de l'humanité, et ça a été pris, on a appelé ça science, mais enfin une science dont le principal porte-parole est Greta Thunberg, qui a quitté l'école à 15 ans, est une science un peu douteuse, n'est-ce pas ? Un peu primaire, disons ça. D'autant plus qu'il y a des prix Nobel de physique qui disent que tout ça n'est pas très sérieux. Toujours est-il que ça est, et que c'est devenu dans beaucoup de pays un impératif kantien. Il faut à tout prix, même pas à tout prix, ça se discute pas le prix, il faut réduire les rejets de CO2. Alors l'Europe a été l'une des institutions qui ont le plus joué le rôle de caisson amplificateur, mais enfin les Français tout seuls, les Allemands tout seuls, les Anglais tout seuls n'étaient pas mauvais non plus pour pousser à cette roue-là. Mais alors on en est là. Oui. Alors justement, Rémi Prudhomme, vous dites à tout prix. Et votre livre, qui vient de paraître chez L'Artilleur, dis donc, mais à quel prix justement ? C'est pas à nouveau quoi qu'il en coûte, parce que vous énumérez ce qui s'est passé dans les transports, les véhicules électriques, ce qui se passe en agriculture, ce qui se passe dans le logement, les normes, etc. Mais ce qui est terrifiant, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on se dit mais on va nous ruiner avec quelque chose qui n'a pas vraiment lieu d'être. La question de savoir s'il y a lieu d'être ou non, ça c'est une question physique que je laisse complètement de côté. Je me concentre sur la question de savoir combien ça va coûter. Parce que l'une des choses les plus frappantes et les plus importantes, c'est que dans l'extraordinaire quantité de documents programmatiques en tout genre, y compris des lois, le mot euro n'apparaît pratiquement jamais. Vous pouvez lire des dizaines et des dizaines de pages, si vous prenez par exemple la planification écologique du secrétariat à la planification écologique du Premier ministre ou de la Première ministre. On dirait que les gens n'ont jamais entendu parler d'euros, qui ne savent pas. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pratiquement pas de chiffres. Vous prenez les résultats de la fameuse convention citoyenne sur le climat.
150 propositions, dont beaucoup ont été reprises dans une loi climat totalement oubliée du reste, mais qui est dans les textes. Vous dans les 25 pages de résumé, je vérifiais ça, le mot euro n'apparaît pas. C'est-à-dire que on ne veut pas savoir combien ça coûte. Alors, je sais qu'en France, les gens bien élevés ne parlent pas argent à table. Ça ne se fait pas, c'est mauvais genre. Ça ne se fait pas. Moi qui suis un fils de paysan, j'ai toujours entendu parler argent à table parce qu'il n'y en avait pas beaucoup et qu'on en parlait et je n'ai pas... Et en plus, je suis devenu économiste, donc ça m'a amené à m'intéresser à l'argent. Et donc je me suis dit, c'est pas normal qu'on engage des politiques qui sont devenues maintenant globalement considérables. Parce que ce sont... Alors, il y a beaucoup de priorités en France. Il y a 40 priorités, mais celle-là est plus prioritaire encore. On va en parler tout de suite, Rémi. On va en parler tout de suite, Rémi Prudhomme. On va inventorier, justement. On va parler euro, on va parler chiffres et on va parler argent. Parce que c'est ça. Après, qui paye et comment ça sort de la poche des contribuables ou autres. Après cette petite pause. Et puis vous aurez la parole 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Donc, quoi qu'il en coûte, quel que soit le prix, il faut y aller. Vous comprenez, la Terre se meurt, le globe est en train d'exploser, on ne peut plus, on ne respire plus, donc on va faire des choses. Alors, Rémi Prudhomme, vous inventoriez quand même, en bon économiste, un certain nombre de choses. Par exemple, parlons-en... Par exemple, ces fameuses voitures, en 2035, terminé le thermique, il n'y a plus que les voitures électriques. Vous parlez aussi des habitations. Je voudrais savoir, comment ça se passe? On a décidé des normes en fonction de quoi? On va les appliquer et on ne réfléchit pas au budget, à ce que ça va, aux investissements, à ce que ça va coûter à chacun d'entre nous? Dans les deux exemples que vous prenez, il n'y a plus de ministère du transport ni de ministère du logement. Et ces deux ministères sont des sous-ministères du ministère de la transition écologique. Ouais. J'ai essayé d'expliquer ça à des Anglais l'autre fois, ils voulaient pas me croire, quoi. Mais ça veut dire que le ministère du transport, c'est le ministère de la diminution du CO2 dans le transport. Ouais, c'est ça, le ministère du logement, c'est le ministère de la réduction des émissions de CO2 dans le logement. Et le ministre est nommé pour faire ça parce qu'il a au-dessus de lui un ministre de la transition écologique qui arbitre, qui prend les décisions. Et c'est lui le décideur. Et c'est lui le décideur. Enfin, les ministres, peut-être quand même un peu de liberté de choix, mais fondamentalement, ils sont jugés là-dessus. Donc c'est pas très étonnant que... Et puis la pression sociale a été dans ce sens-là. La Convention citoyenne sur le logement, c'est de la pression sociale organisée et manipulée. Donc on a pris des gens, on les a cornaqués par des militants qui leur ont fait dire ce que ils pensent eux. Et ils pensent ça, que tout est bon, et donc toutes les idées qui passent, est-ce que quelque chose contribue à réduire le CO2, oui, alors c'est une bonne idée. Il s'agit même pas de dire que c'est trop cher. La question, on se pose pas la question de savoir du moment que c'est bon pour réduire le CO2, on y va. Du moment que c'est bon. Mais alors justement, prenons des... Et c'est généralisé. Oui. Je donne l'exemple... Allez-y. À un moment donné, je parle de l'analyse coût-bénéfice, qui est l'attitude qu'on doit avoir en matière de décision, d'investissement et de financement public. Et je parle d'un pont en Grèce, parce que j'avais été mêlé à faire ce travail, qui était examiné par la Banque européenne d'investissement. C'était il y a 20 ans.
Et la Banque européenne d'investissement exigeait, avant de prêter des sommes qui n'étaient pas négligeables, exigeait que ce pont contribue véritablement au développement économique de la Grèce. Certes. C'est ce qu'on lui expliquait. Oui. Il disait d'accord, le pont a été fait, il marche très bien. Et je me disais, aujourd'hui, quelqu'un présenterait ce projet à la Banque européenne d'investissement qui se veut à l'avant-garde de la lutte contre le CO2, il y aurait quelqu'un qui dirait « mais un pont, plus de voitures, plus de CO2, à la poubelle ». Ouais. On ne se poserait pas la question de savoir si c'est utile ou non. Mais alors voilà où on en est. Alors justement, Rémi Prudhomme, l'économiste que vous êtes, le professeur que vous êtes, regardez, enfin, moi j'ai regardé dans votre livre, vous parlez des normes pour justement assurer la transition écologique, pour changer les appartements ou les immeubles en France. Ça concerne 5 millions de propriétaires. Et quand on voit ça, mais on est assué. Racontez-nous, enfin, comment se font les lois? Oui, telle norme, il faudra que vous fassiez à vos frais tel ravalement pour que ça soit dans les limites CO2 compatibles. Oui, des gens cherchant qu'est-ce qu'on peut bien faire dans le domaine du logement pour réduire le CO2. Alors il y a des gens qui disent il y a un certain nombre de logements qui sont très mal isolés, qui sont des passoires thermiques. Il faut donc que des travaux soient faits qui les isolent. Et donc on va obliger, alors on va classer tous les logements en fonction de leur degré d'isolation thermique. Puis on va commencer par ceux qui sont les plus mauvais, c'est les classes A, B, C, D, EF, je crois, EF, et on décrète que tous les immeubles E et F doivent avoir, d'ici quelques années, été isolés convenablement. Et pour persuader les gens qu'il faut faire ça, on dit, si vous n'avez pas fait ça, alors on vous interdira de louer et même de vendre vos logements. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, vous ne pourrez ni louer ni vendre. Ni louer ni vendre. Ouais. Alors, c'est supposé inciter les gens à faire la dépense. Mais c'est à vos frais que vous devez faire les... C'est à vos frais, oui, c'est à vos frais, oui. mais quand même, pour aider, on va avoir un système dit de prime rénov ou quelque chose comme ça, qui va vous payer une partie des frais. Une partie des frais. Mais la question, le coût est très élevé. On sait combien, je l'ai calculé, c'est pas, on trouve ça, on multiplie par le nombre de mètres carrés et on voit qu'on est dans les dizaines de milliards, littéralement, quoi. On se pose pas la question de savoir où les gens s'ils ne peuvent plus louer, ça veut dire qu'on ne pourront plus avoir de locataires. Bien sûr. Alors déjà qu'on a une crise du logement qui est particulièrement grave, la situation du logement en France est particulièrement mauvaise. Je vous cite un chiffre, le ratio prix d'un logement sur revenu en France, c'est 11 ans. 11 ans. Aux États-Unis, 4 ans. Aux États-Unis, les gens habitent dans un logement qui vaut 4 fois leur revenu annuel. En France, en moyenne, dans un logement qui vaut 11 fois leur revenu annuel. C'est l'un des chiffres les plus élevés du monde. Pour qu'ils rentrent dans leurs emprunts ou investissements, ça prend, moitié d'une vie. Oui, presque. Enfin, c'est... alors... le plus grave dans cette affaire, c'est que vous allez avoir tout dans le bas un certain nombre de millions de gens qui ne pourront plus être dans des logements, certes, des logements qui étaient difficiles à chauffer et qui étaient en général très inconfortables, mais enfin qui étaient des logements. Ben oui, quand même. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans la rue, ils vont aller dans des logements un peu mieux, mais qui leur coûteront plus cher.
Ça veut dire que ils vivront moins bien, en plus des logements qui seront pas là où ils veulent être, c'est-à-dire pas près des emplois, ce qui va rendre plus difficile le fonctionnement des marchés de l'emploi et avoir des coûts considérables que on peut essayer de quantifier. C'est pas, je vais essayer. Je dis pas que les chiffres auxquels j'arrive sont les seuls ou les meilleurs. Non, mais il donne une idée. Une très bonne idée. Moi, je veux bien que quelqu'un me trouve des façons de faire meilleures que les miennes. C'est sûrement possible. Mais enfin, comme ce sont à peu près les seuls. Ouais. On va en parler tout de suite après cette petite pause, parce qu'il faut rester et donner des exemples, parce que les gens comprennent un peu ce vers quoi on les entraîne, et on les entraîne déjà. Et puis vous aurez la parole 0826 300 300 pour toutes vos interrogations, vos questions ou vos commentaires. On est là, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 14h, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Rémi Prudhomme, transition écologique, le coût des rêves. Et on va parler du coût, c'est important. C'est quoi ? C'est le quoi qu'il en coûte. Vous connaissez, vous avez déjà entendu cette formule dans la bouche du locataire de l'Élysée. Parlons un peu quand même, Rémi Prudhomme, et vous en parlez dans votre livre assez longuement, de ce qui a beaucoup remué en France il y a encore quelques semaines, les agriculteurs, pourquoi ils sont montés à Paris, à Rungis ou ailleurs, au salon de l'agriculture aussi, où il y a eu les événements qu'on sait, on en a déjà parlé. Mais vous dites rien n'est plus visible de cette espèce de totale et abyssale déconnexion entre bénéfice-risque ou bénéfice-investissement plutôt que dans l'agriculture. Expliquez-nous. Oui, alors l'agriculture, on pourrait a priori penser que du point de vue environnemental, l'agriculture c'est moins méchant que la chimie, n'est-ce pas ? Parce que les agriculteurs, ils vivent quand même dans les champs et ils savent ce que c'est que la nature. Ils savent 2 ou 3 choses que les chimistes, sans parler des Greta Thunberg, ne connaissent pas. Eh bien, pas du tout. Il y a des gens qui ont trouvé que l'agriculture était responsable de beaucoup, c'est pas tant du CO2 que d'autres gaz à effet de serre, et en particulier du méthane, qui joue la même fonction, dit-on, de dommage à l'environnement. Alors, les écologistes se sont dit, si on veut réduire les rejets de l'agriculture, il suffit de diminuer l'importance de l'agriculture. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous avez des tas de textes, enfin les textes en vigueur, à Bruxelles, mais repris en France, c'est écrit noir sur blanc, on veut 20% de moins de production agricole d'ici 2030 et 40% de moins de pollution agricole d'ici 2050. C'est écrit noir sur blanc. Comme par ailleurs on explique que la productivité doit augmenter dans l'agriculture, c'est-à-dire la production par tête de travailleurs, ça veut dire qu'il est écrit noir sur blanc que le nombre de travailleurs dans l'agriculture doit diminuer dans les 7 années à venir de quelque chose comme 35%. Un tiers. Ce qui est hallucinant. Ouais. Donc c'est écrit, alors qu'on sait déjà c'est la politique officielle de Bruxelles reprise par Paris. Moins 30% de travailleurs, d'agriculteurs. En 7 ans. Alors déjà ça, il n'y a pas besoin de faire des calculs très compliqués quand même pour se demander si véritablement c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Du reste, les agriculteurs, ils l'ont tous très bien compris. Et ils sont prêts à l'expliquer. Alors on a des mesures prises pour atteindre ce résultat-là, mais ça va de la diminution du cheptel.
20% de vaches en moins, mort aux vaches, plus de 20% de vaches en moins, c'est ce qui est prévu. Écrit. C'est écrit, c'est pas des... Parce que les vaches émettent des flatulences... Du méthane, justement. Du méthane, justement. Voilà. Alors, la meilleure façon de lutter contre les rejets de méthane, c'est de lutter c'est de supprimer les vaches. C'est effectivement une façon assez radicale d'obtenir ce résultat. Alors, on a des choses plus précises. Par exemple, on dit que la part du bio doit passer de 8% à 25% d'ici 2030. Malheureusement, il se trouve que ça coûte 30% plus cher à produire. Parce que c'est fâcheux, mais et on n'est même pas sûr que la qualité soit tellement meilleure. Mais enfin, et qui va acheter 30% alors on ne sait pas qui va... Si on veut l'obtenir, il faudra subventionner les agriculteurs bio qui ont cru ce que le gouvernement leur a dit en leur disant « jetez-vous dans le bio » et qui continuent de leur dire « on en veut 2 ou 3 fois plus d'ici 7 ans ». Et ils s'aperçoivent que personne n'achète ou presque. Alors maintenant, ça pose un problème. Et puis on leur dit aussi les intrants, c'est-à-dire les pesticides, les engrais, tout ça, des diminutions considérables de moins 30%, moins 30-40% dans les 7 années à venir. Enfin, moins d'engrais, c'est moins de production. Les agriculteurs savent ça, eux, très très bien. Et moins de pesticides, c'est pareil, quoi. Donc, le résultat est que ce qui est prévu, qui ne se fera peut-être pas d'ailleurs, parce que sur beaucoup de points quand même, le gouvernement finit par se rendre compte, en particulier quand il y a des gens dans la rue, comme c'est le cas pour les agriculteurs, qu'il faut peut-être mettre la pédale douce et demander à la permission à Bruxelles d'aller un peu moins loin, un peu moins vite, et dans beaucoup d'autres pays dans lesquels on a la même attitude. Il n'y a pas que les agriculteurs français qui ont réagi. Absolument. Comme vous le savez, dans toute l'Europe, voilà. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est assez classique. Donc on a là c'est un exemple, en effet. L'agriculture, c'est pas considérable comme en argent, on va leur ajouter ces 50 milliards. Enfin, c'est pas le diminuer de 20%, ça fait quand même pas mal de milliards. En plus, la France non, mais même symboliquement, et c'est pareil, la France était un pays agricole. Évidemment. Et là, on a l'impression, il faut plus. C'était supprimer l'agriculture, supprimer l'industrie, voilà. Et c'est même mauvais pour l'environnement parce que des activités comme le bétail qui paie dans les champs, qui tond l'herbe, c'est très bon pour l'environnement, pour les prairies. Je crois que nous avons effectivement un auditeur, Rémi Prudhomme. Nous avons Alain qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour, on vous écoute Alain. Je dois avouer que je comprends pas très bien l'émission. Vous invitez un climato-réaliste, pas de problème, ils ont le droit de parler comme tout le monde, il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, on est sous une période El Niño maintenant depuis bientôt 2 ans. Il n'y a aucun moyen que les médias leur relaient l'information. Les températures sont 4, 5, 6 degrés au-dessus des normales, par l'effet El Niño plus l'effet du dérèglement climatique. Et là, on a quelqu'un qui est en train de nous dire froidement « Tout va bien, Madame la Marquise ». Je comprends plus rien. Alors écoutez, on va avoir des Jeux Olympiques qui vont se dérouler sous une canicule. Les athlètes, je sais pas comment ils vont faire pour concourir, personne n'en parle. Il n'y a pas moyen qu'un politique aborde simplement le sujet. Et là, tranquillement, comme si il se passait rien. Les Saoudiens, on peut pas les accuser des gauchistes ou je ne sais quoi. On compris le truc. Ils sont en train d'investir des milliards simplement pour que les gens comprennent qu'il y a un dérèglement climatique et que le dérèglement climatique, il vient entre autres du CO2. Il faut arrêter de dire CO2. Le CO2 est pris comme un terme générique. Il inclut le méthane, il inclut tout un tas de gaz dedans. Et il faut que les gens acceptent les lobbying des productions énergétiques carbonées ont le droit de faire leur boulot, mais s'il y a une différence entre faire son travail et mettre la société en péril, parce que là, si on continue comme ça...
Alors, Oui. vous dites dérèglement climatique. Vous dites qu'on va mourir d'étouffement, on va avoir 3-4 degrés en plus, etc., etc. C'est ça. Enfin, vous Mais je êtes... dis pas demain matin, il y aura des... Ne inquiétez pas, il y a plein d'humains qui survivront. Par contre, vous prenez simplement, par exemple, le mont Canigou dans les Pyrénées. Il n'y a plus d'eau. Le mont Canigou, une montagne qui est couverte de neige tous les hivers. Il n'y a plus de rivière, il n'y a plus de torrent, il n'y a plus rien. Ouais. Barcelone, ville de 5 ou 6 millions d'habitants, ils ont plus d'eau. Là, c'est direct, ça c'est pas, il n'y a pas de complotisme là-dedans, il n'y a pas un calcul de gauchiste ou de je ne sais quoi, d'éco-terroriste, c'est la réalité du terrain. C'est dénoncé depuis des années et c'est en train d'arriver à la vitesse du cheval au galop. Et les gens continuent à se dire, mais non, tout va bien. Ben non, tout va plus bien. Alors attendez, très bien. Sûr, tout le monde ne sera pas mort demain matin. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Oui, non mais Alain, très bien. Non, justement, Rémi Prudhomme, effectivement, Oui, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de cela. C'est pas le sujet de mon livre, mais je suis tout prêt à en parler. D'abord, l'élévation des températures, la moyenne du globe, dans la mesure où ce mot a un sens, où la moyenne des températures du globe, elle a augmenté de 1,2 degré depuis un siècle et demi. C'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC qui est considéré comme le temple de la lutte contre le changement climatique. Alors que ici ou là, il y ait des pointes de chaleur, il y en a eu toujours, mais dire qu'en moyenne, on va vivre dans 4 ou 5 degrés de plus, c'est tout simplement faux. Deuxièmement, en ce qui concerne les dommages, d'abord à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de gens qui meurent de froid que de gens qui meurent de chaud. Il y a 7 ou 8 fois plus de gens qui meurent de froid que de chaud. Donc, s'il y a des gens qui souffrent de la chaleur, il y aura des gens qui souffriront un peu moins du froid. Donc, c'est une première raison de ne pas trop s'inquiéter. Troisièmement, on sait très bien comment les choses évoluent globalement pour l'ensemble du monde. L'espérance de vie augmente d'une façon constante partout, en dépit de tout ce qu'on nous raconte. Pour ce qui est de la production agricole, jamais dans le monde la production agricole n'a été aussi élevée que ce qu'elle est, même en Afrique, même en Inde, partout dans le monde. Alors ça varie d'une année sur l'autre, bien entendu, ça varie pour un produit et pour un autre, mais il y a des gens comme la FAO, l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation, qui font les calculs, et il vous suffit d'aller voir les statistiques de la FAO pour voir que contrairement au discours sur l'aggravation de la faim dans le monde, etc., jamais l'humanité n'a aussi bien mangé. Alors qu'il y ait encore du travail à faire dans un certain nombre d'endroits, personne ne dit le contraire. Mais en gros, les famines d'origine naturelle, d'origine agricole, ont disparu complètement au cours des 25 ou 30 dernières années. Ne reste plus que des famines d'origine politique, d'origine guerrière, d'origine de conflit. Donc, le tableau dramatique et noir que vous présentez de l'évolution de l'humanité ne correspond pas à la réalité. Alors, bon, c'est pourquoi je sépare la question de ce que l'on peut obtenir en réduisant de moitié le cheptel français de ce qui se passe dans le globe. Ce sont deux choses distinctes. Moi, je trouve que on parle beaucoup de tout ça et d'une façon erronée, que personne ne parle du coût, et j'ai cherché à estimer ce coût parce que c'est intéressant de mettre sur la table tout ce que ça va nous coûter en France, chez nous, indépendamment de ce qui va se passer dans le reste du monde. Voilà ce que je peux répondre brièvement. Très bien. On va Alain, restez avec nous. On va en reparler juste après cette petite pause. Restez avec nous. Oui, après on aura Sylvie également qui nous appelle au 0826 300. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
On parle chiffres sur Sud Radio avec Rémi Prudhomme qui vient nous voir pour son livre Transition écologique, le coût des rêves aux éditions de l'Artilleur. Et nous avons Sylvie qui nous appelle depuis l'Essonne. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour à tous. Alors écoutez, moi, voilà, je voulais vous dire que je suis d'une génération où à l'école, on apprenait que le CO2, c'était très bon pour la nature, pour les plantes, pour l'agriculture. Alors on sait qu'aujourd'hui, on n'enseigne plus ça. Et aussi, je voulais vous dire que je commande de la viande d'herbe directement aux producteurs. Donc c'est-à-dire que ce sont des veaux ou des bœufs qui sont nourris, n'est-ce pas, à l'herbe de bout en bout. Donc d'une part, c'est une viande délicieuse, sans eau, parce que même de la viande bio, vous la mettez dans la poêle, ça rejette plein d'eau. Là, elle est riche en oméga 3 et les vaches pètent 1000 fois moins. Donc au niveau carbone, cette viande est neutre. Donc on a des solutions, c'est pas ne plus manger de viande, on peut donner du travail à plein d'agriculteurs et se régaler. Et je dois vous dire vraiment, je ne me ruine pas, je ne roule pas sur l'or, mais quand vous mettez votre viande à cuire et qu'elle n'a pas réduit de moitié, bon ben vous vous y retrouvez, en plus vous régalez, et vous avez des animaux qui sont bien traités, et voilà, tout le monde est gagnant. Et l'agriculteur vend sa viande au vrai prix. Exactement. D'ailleurs, le monsieur, l'agriculteur qui a fondé le bœuf d'herbe, c'est une des sociétés qui vend sa viande directement comme ça, viande de qualité. C'était Pierre Hidard qui avait il était ingénieur qualité dans un abattoir et puis il avait dénoncé certaines pratiques, il a perdu son boulot. Vive le bœuf d'herbe. Manger du bœuf d'herbe. C'est ça, voilà. Sylvie. Oui. Merci Sylvie. Merci Sylvie. On a Jérôme qui nous appelle depuis les Pyrénées-Orientales. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous, bonjour Monsieur Berkoff, merci de donner la parole. Je souhaitais intervenir concernant donc l'auditeur juste avant qui parlait donc du mont Canigou. Eh bien, c'est la montagne sacrée des Catalans, donc des Pyrénées-Orientales. Et j'y randonne régulièrement. Alors je voulais dire à ce monsieur que le mont Canigou ne manque pas d'eau, pas du tout. Voilà, l'eau coule bien comme il faut. Voilà, j'ai quelques photos éventuellement d'un barrage qui s'appelle le Lanoux, qui était complètement gelé la semaine dernière. Écoutez, c'est bien de rappeler, voilà, vous étiez au Mont Canigou, vous y avez randonné. C'est toujours bon de nous apporter l'information. Merci Jérôme, merci. On a Charles qui nous appelle depuis Tarbes. Bonjour Charles. Oui, bonjour à tous. Bonjour Charles. Oui, donc moi aussi je voudrais avoir une petite réaction par rapport à l'auditeur précédent qui nous parlait du dérèglement climatique. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé connaître le règlement du climat. J'aurais voulu savoir s'il le connaissait, s'il l'avait signé, s'il l'avait déjà vu. Quels sont les 7 commandements du climat, les règles? Exactement, oui. Non, sinon en fait, je suis agriculteur. Oui. Et j'aurais voulu avoir une autre réaction, c'est par rapport à la productivité du bio. On nous parle, oui, oh mais non, vous inquiétez pas, ça va être 30% de moins, 30% en volume. C'est absolument faux. C'est absolument faux parce que le bio ne peut fonctionner qu'avec des rotations, notamment avec des productions qui sont totalement productives et qui ne seront pas consommées par les humains. Donc on peut produire des céréales en bio, mais une fois tous les 3 ans. On peut produire autre chose en bio, mais on peut presque plus produire de viande en fait. Donc le souci c'est que en fait on est en train de nous expliquer que la viande c'est très mauvais, il ne faut plus en manger. Pourquoi? Parce que il faut répondre à l'objectif politique d'orienter tout le monde vers le bio, et à partir du moment où 100% de l'agriculture française ou même 50% seront passés en bio, on ne pourra plus produire de viande, on ne pourra plus produire de protéines. Et donc voilà l'histoire. C'est en fait comme le dit votre invité, c'est un tout, c'est une politique globale. On va réduire la production électrique, on sacrifie l'industrie, donc on sacrifie les hauts salaires, donc on sacrifie la production énergétique, on sacrifie l'agriculture, et à la fin on réduit le nombre d'humains. Le seul CO2 que l'on va réduire, c'est nous. C'est pas autre chose. Et on m'enlèvera pas de l'idée que l'écologie politique n'a jamais eu d'autre objectif que de réduire la population humaine. Oui. Oui, vous y allez, c'est bien, vous y allez fort, en tout cas Franco. Oui. Rémi Prudhomme, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec les différentes interventions.
Mais quand par exemple Charles dit que l'écologie, qui se demande si l'écologie politique ne vise pas en fait à réduire la population, in fine. Bah, c'est pas son objectif, mais les moyens qu'elle met en œuvre pour réduire les gaz à effet de serre vont avoir pour effet de réduire d'abord la qualité de la vie, au moins par rapport à ce qui se passerait autrement, et aussi de réduire le nombre d'humains, ce qui, certains d'ailleurs, n'hésitent pas à le dire d'une façon explicite. Et à le Il y a beaucoup d'écologistes qui disent il ne faut pas avoir d'enfants. On a Denis qui nous appelle depuis la Dordogne. Bonjour Denis. Oui, bonjour Denis. Moi, je voulais intervenir dans le même sens parce que donc tout le monde veut diminuer le nombre de vaches, mais le nombre de vaches va s'auto-diminuer parce qu'aujourd'hui, les paysans n'arrivent plus à en vivre. Moi, j'étais dans le Gers ce week-end sur la commune de Saint-Mont et puis on discutait avec les viticulteurs producteurs de bovins. Les pauvres, il y a un agriculteur qui me disait il a 50 vaches allaitantes en Blanc d'Aquitaine et il y a 2 autres producteurs qui sont à 100 vaches allaitantes dans la même commune. Les 3 vont arrêter cette année. Parce que les gars, ils n'arrivent plus à en vivre. C'est dramatique. Et ensuite de ça, on leur interdit de soigner leurs vaches avec des antibiotiques. Ils n'ont plus que de l'argile. Alors pour soigner, comme ils disent, vous, quand vous êtes malade, vous avez droit aux antibiotiques, et nous, on n'a pas le droit de soigner nos vaches. Alors les gars, ils se détruisent, quoi. Ensuite de ça, même les vignes, on ne trouve plus repreneurs. Alors on est en train de détruire l'agriculture française, mais avec des moyens de retort. En plus de ça, je voulais dire une chose. Par rapport au prix du lait, on oublie que quand il y avait les quotas laitiers il y a plusieurs années de ça, les producteurs de lait vivaient très bien. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé ces quotas laitiers? C'est bien pour avantager l'industrie laitière, les fabricants. Mais les gens vivaient très très bien à l'époque de la production du lait. Merci Denis. Au fond, Rémi Prudhomme, l'impression qu'on a, alors, transition écologique, le coût des rêves, mais est-ce que ce n'est pas le coût humain, au bout de compte, qu'on est en train de mettre en question? Le coût de l'humanité, enfin, on est en train d'étouffer un peu quelque chose qui est du ressort de l'humain. L'idée de coût, le coût, c'est la diminution des ressources qui sont à la disposition des humains, des choses. C'est la diminution de la déproduction en général et de beaucoup de choses qui ne sont pas vendues, qui n'ont pas de valeur, comme le temps qui va augmenter, etc. C'est ça la définition d'un coût. Et donc, moi, je suis d'accord avec tous les témoignages qui sont apportés, qui vont exactement dans le sens de ce que j'ai essayé de faire. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de valoriser. De mettre des chiffres. Le contenu c'est pas des plaintes, c'est des observations dramatiques qui sont faites. J'ai essayé de valoriser ça dans différents domaines. L'agriculture n'est que l'un des domaines. Le cas de l'énergie peut-être plus important encore. Puis le cas des transports mérite aussi d'être discuté. On reviendra là-dessus. Merci Rémi Prudhomme. Lisez cela, parce que vous aurez un véritable échelle d'observation sur ce que veut dire vraiment la transition écologique quand on ne la mesure pas et quand on met, je dirais, la croyance avant la réalité. Et il faut faire attention à ça. Merci. Transition écologique, le coût des rêves aux éditions L'Artilleur. Merci Rémi Prudhomme d'avoir été avec nous. André Berkoff, merci d'avoir animé l'émission. On se retrouve demain entre midi et 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.